Au cœur de la péninsule balkanique, nichée parmi des montagnes escarpées et des vallées verdoyantes, se trouvait un territoire que les Grecs anciens connaissaient sous le nom de Macédoine. Ce royaume, enveloppé de mystères et souvent mal compris par ses voisins du sud, allait finalement s'élever pour dominer le monde hellénique et au-delà. Mais l'histoire de la Macédoine n'est pas simplement un récit de conquête et d'empire. Les Macédoniens, un peuple qui allait laisser une marque indélébile sur l'histoire, ont émergé des brumes de l'Antiquité avec une aura d'ambiguïté. Leur langue, bien que proche du grec, possédait des caractéristiques distinctes qui les différenciaient, alimentant des siècles de débats sur leurs véritables affinités culturelles. Étaient-ils, comme certains le prétendaient, un peuple rude et inculte, habitant une périphérie bien loin de la sophistication des cités-États grecques, ou bien, comme leur propre tradition le proclamait, possédaient-ils un lien plus profond avec le monde hellénique, leur lignée remontant au cœur même de la mythologie grecque? Les réponses, à l'instar des ruines anciennes dispersées sur leur terre, sont des fragments d'un puzzle perdu. Les Grecs, en particulier ceux d'Athènes et de Sparte, considéraient souvent les Macédoniens avec un mélange de suspicion et de dédain, les voyant comme un peuple rustre et non civilisé. Leurs coutumes et leurs pratiques, leur mode de vie même, semblaient étrangers aux habitants des cités-États du Sud. Et pourtant, les Macédoniens possédaient une résilience, une ténacité, qui allait finalement démentir les jugements méprisants de leurs détracteurs. Ces qualités, forgées au cours de générations de lutte, leur seraient très utiles lorsqu'ils navigueraient dans les courants périlleux de la géopolitique antique. Les Macédoniens, avec leur détermination inébranlable, allaient non seulement survivre, mais aussi prospérer dans un monde en constante évolution. Ils allaient se forger une identité unique, distincte de leurs voisins grecs, tout en contribuant de manière significative à l'héritage culturel et historique de la région. En fin de compte, la Macédoine ne serait pas seulement un royaume parmi d'autres, mais un acteur clé dans le façonnement de l'histoire de l'Antiquité, laissant une empreinte durable qui résonne encore aujourd'hui. Chaque grande civilisation et chaque empire durable commence son voyage imprégné de mythes et de légendes. La fondation du royaume de Macédoine ne fait pas exception, ses origines étant enveloppées d'une tapisserie captivante tissée à partir des fils de l'histoire, du folklore et de l'intervention divine. Au cœur de ce récit se trouve Caranos, un personnage à la frontière entre le mythe et la réalité, un ancêtre mystérieux que les Macédoniens revendiquent comme le père de leur royaume. Selon leur tradition, Caranos n'était pas un homme ordinaire. Il se réclamait descendant du légendaire Héraclès, le plus grand des héros grecs, une lignée qui l'imprégnait d'une aura de destin et de grandeur. Guidés par les déclarations d'un oracle, Caranos et une bande d'intrépides compagnons se sont rendus au nord à la recherche d'une nouvelle terre où ils pourraient établir leur propre domination. Leur quête les a conduits à une vallée fertile arrosée de rivières sinueuses et protégée par des montagnes imposantes, un endroit que les peuples autochtones appelaient Emati. C'est là, dans cette terre verdoyante, que Caranos a reçu un signe. Selon la légende, un épais brouillard était tombé sur la vallée, obscurcissant leur chemin et emplissant l'air d'un silence étrange. Soudain, un troupeau de chèvres, effrayé par une présence invisible, passa en trombe devant Caranos et ses hommes. Encouragé par cette direction céleste, Caranos poursuivit sa route, suivant les chèvres en fuite à travers la brume tourbillonnante. L'histoire de la Macédoine primitive est un récit d'émergence progressive, un voyage fascinant d'un royaume qui a lentement mais sûrement trouvé sa place dans un monde dominé par des puissances plus établies, d'un royaume trouvant ses marques dans un monde dominé par des puissances plus établies. La Macédoine, à ses débuts, était souvent éclipsée par ses voisins plus puissants et plus influents. Après le règne de Caranos, le trône macédonien passa entre les mains d'une succession de souverains dont les noms ont été perdus dans la nuit des temps, leurs exploits obscurcis par le passage des siècles,
Ces rois, bien que moins connus, ont joué un rôle crucial dans la consolidation du royaume, leurs exploits obscurcis par le passage des siècles. Pourtant, à travers les récits fragmentaires qui ont survécu, nous apercevons des bribes d'un royaume consolidant son pouvoir, étendant ses frontières et naviguant dans le réseau complexe d'alliances et de rivalités qui caractérisait le monde grec antique. Pourtant, à travers les récits fragmentaires qui ont survécu, nous apercevons des bribes d'un royaume consolidant son pouvoir, étendant ses frontières et naviguant dans le réseau complexe d'alliances et de rivalités qui caractérisait le monde grec antique. Ces alliances et rivalités étaient souvent marquées par des conflits et des trahisons, rendant la survie et l'expansion de la Macédoine d'autant plus impressionnantes, étendant ses frontières et naviguant dans le réseau complexe d'alliances et de rivalités qui caractérisait le monde grec antique. C'est avec l'avènement de la dynastie Argéade, une lignée se réclamant du héros mythique Persée, que la Macédoine commença véritablement à sortir de l'ombre et à entrer sur la scène de l'histoire. C'est avec l'avènement de la dynastie Argéade, une lignée se réclamant du héros mythique Persée, que la Macédoine commença véritablement à sortir de l'ombre et à entrer sur la scène de l'histoire. Sous leur règne, le royaume connut une période de transformation significative, son influence s'étendant progressivement au-delà de ses frontières traditionnelles. Sous leur règne, le royaume connut une période de transformation significative, son influence s'étendant progressivement au-delà de ses frontières traditionnelles. Les rois argéades, ambitieux et souvent impitoyables, se sont avérés habiles à la fois en diplomatie et en stratégie militaire, protégeant leur royaume contre les menaces extérieures tout en élargissant leur sphère d'influence. Son influence s'étendant progressivement au-delà de ses frontières traditionnelles. Les rois argéades, ambitieux et souvent impitoyables, se sont avérés habiles à la fois en diplomatie et en stratégie militaire, protégeant leur royaume contre les menaces extérieures tout en élargissant leur sphère d'influence. Les rois argéades, ambitieux et souvent impitoyables, se sont avérés habiles à la fois en diplomatie et en stratégie militaire, protégeant leur royaume contre les menaces extérieures tout en élargissant leur sphère d'influence. L'un de ces souverains, Alexandre Ier, s'impose comme une figure pivot de cette première période de l'histoire macédonienne, protégeant leur royaume contre les menaces extérieures tout en élargissant leur sphère d'influence. L'un de ces souverains, Alexandre Ier, s'impose comme une figure pivot de cette première période de l'histoire macédonienne, face à la menace imminente de l'Empire perse, qui avait déjà subjugué une grande partie du monde grec. Alexandre Ier joua habilement sur les deux tableaux du conflit. L'un de ces souverains, Alexandre Ier, s'impose comme une figure pivot de cette première période de l'histoire macédonienne. Face à la menace imminente de l'Empire perse, qui avait déjà subjugué une grande partie du monde grec, Alexandre Ier joua habilement sur les deux tableaux du conflit. Cette stratégie astucieuse permit non seulement de préserver l'indépendance de la Macédoine, mais aussi de gagner à Alexandre Ier le respect de ses voisins grecs face à la menace imminente de l'Empire perse, qui avait déjà subjugué une grande partie du monde grec. Alexandre Ier joua habilement sur les deux tableaux du conflit. Cette stratégie astucieuse permit non seulement de préserver l'indépendance de la Macédoine, mais aussi de gagner à Alexandre Ier le respect de ses voisins grecs. Alexandre Ier joua habilement sur les deux tableaux du conflit. Cette stratégie astucieuse permit non seulement de préserver l'indépendance de la Macédoine, mais aussi de gagner à Alexandre Ier le respect de ses voisins grecs. Grâce à ses talents diplomatiques et à sa capacité à naviguer dans les eaux troubles de la politique grecque, il a réussi à maintenir la Macédoine en sécurité et à la faire prospérer. Cette stratégie astucieuse permit non seulement de préserver l'indépendance de la Macédoine, mais aussi de gagner à Alexandre Ier le respect de ses voisins grecs. Grâce à ses talents diplomatiques
et à sa capacité à naviguer dans les eaux troubles de la politique grecque, il a réussi à maintenir la Macédoine en sécurité et à la faire prospérer. Son règne a marqué le début d'une nouvelle ère pour la Macédoine, une ère de croissance et de reconnaissance, mais aussi de gagner à Alexandre Mié le respect de ses voisins grecs. Grâce à ses talents diplomatiques et à sa capacité à naviguer dans les eaux troubles de la politique grecque, il a réussi à maintenir la Macédoine en sécurité et à la faire prospérer. Son règne a marqué le début d'une nouvelle ère pour la Macédoine, une ère de croissance et de reconnaissance. La Macédoine, autrefois obscure, commençait enfin à se faire un nom dans le monde antique. Le règne de Philippe Eusebius, qui accéda au trône de Macédoine en 359 avant notre ère, marqua un tournant décisif dans l'histoire du royaume. Son ascension au pouvoir ne fut pas seulement un événement marquant pour la Macédoine, mais aussi pour l'ensemble du monde grec. Voici un souverain qui possédait une combinaison rare de génie militaire, de sens politique et d'une ambition inébranlable qui allait à jamais changer le cours de l'histoire grecque. Philippe II n'était pas seulement un roi, mais un visionnaire dont les actions allaient résonner à travers les âges. Philippe II hérita d'un royaume au bord de la grandeur, son potentiel entravé par des divisions internes et des menaces extérieures. La Macédoine était alors un royaume fragmenté, vulnérable aux attaques de ses voisins et miné par des querelles internes. Pourtant, en quelques années seulement, il transforma la Macédoine, la faisant passer d'une puissance relativement mineure à la force dominante du monde grec, jetant les bases qui permirent à son fils, Alexandre le Grand, de conquérir un empire. Cette transformation ne fut pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une stratégie soigneusement orchestrée. La priorité de Philippe II fut de consolider son pouvoir et de protéger son royaume contre les nombreux ennemis qui menaçaient sa stabilité. Il comprit rapidement que pour assurer la survie de la Macédoine, il devait non seulement défendre ses frontières, mais aussi renforcer son autorité à l'intérieur du royaume. Il leva une armée professionnelle, dotant ses soldats d'armes de pointe et employant des tactiques innovantes qui révolutionnèrent l'art de la guerre dans le monde antique. Cette armée, bien entraînée et équipée, devint l'instrument de sa politique expansionniste. Ses phalanges, armées de longues piques et entraînées à combattre comme une seule unité cohérente, se sont avérées presque impossibles à arrêter sur le champ de bataille. Cette formation militaire, redoutable et efficace, devint la marque de fabrique de l'armée macédonienne. Mais Philippe II était bien plus qu'un brillant stratège militaire. Il était également un diplomate avisé, passé maître dans l'art de forger des alliances, d'exploiter les rivalités et de monter ses ennemis les uns contre les autres. Sa capacité à naviguer dans le monde complexe de la politique grecque fut essentielle à son succès. Par une combinaison de diplomatie astucieuse et de mariage stratégique, il consolida son contrôle sur les voisins de la Macédoine, étendant les frontières et l'influence de son royaume. Ces alliances, souvent scellées par des mariages, permirent à Philippe de renforcer sa position et d'assurer la stabilité de son royaume. En fin de compte, le règne de Philippe II ne fut pas seulement une période de conquête militaire, mais aussi une époque de transformation politique et sociale. Son héritage perdure non seulement à travers les exploits de son fils Alexandre, mais aussi dans la manière dont il a redéfini le rôle de la Macédoine dans le monde antique. Dans la Macédoine antique, la langue jouait un rôle crucial dans la formation de l'identité de son peuple. Le dialecte macédonien, une variante du grec ancien, servait de pont les reliant au monde hellénique au sens large. À mesure que le monde antique évoluait, la Macédoine dut faire face à des défis de taille. Des luttes intestines et des pressions extérieures commencèrent à ronger sa puissance autrefois formidable. Faisons un bond en avant jusqu'à nos jours et nous voyons une région qui porte encore le poids de son passé historique. La Macédoine moderne, avec son histoire complexe et sa population diversifiée, continue de se débattre avec son identité. L'influence de la Macédoine s'étend bien au-delà de ses frontières. De la diffusion de la culture hellénistique aux tactiques militaires stratégiques d'Alexandre le Grand,
la marque de la Macédoine sur l'histoire du monde est indélébile. Philippe de Macédoine. Un nom gravé dans les annales de l'histoire. Pourtant, sa jeunesse fut tout sauf glorieuse. Il était un otage, un pion dans les jeux de pouvoir complexes des cités-États grecques. Thèbes, la ville de sa captivité, devint son école improbable. Là, au milieu de la ferveur intellectuelle et des prouesses militaires, le jeune prince s'épanouit. Il observait, apprenait, absorbait. Ils étaient loin de se douter que l'otage deviendrait un jour leur maître. Thèbes, avec sa célèbre bande sacrée et sa brillance stratégique, marqua durablement Philippe. Il fut le témoin direct des tactiques militaires et des machinations politiques qui régnaient en Grèce. C'est là que les graines de l'ambition furent semées, des graines qui allaient plus tard donner naissance à une détermination impitoyable à conquérir la terre même qui le tenait captif. Les années passées à Thèbes ont forgé le caractère de Philippe et aiguisé son intelligence. Il se familiarisa avec les forces et les faiblesses des armées grecques. Il vit le potentiel d'une force unifiée, une force capable de surmonter la nature divisée des cités-États grecques. Cette expérience nourrit son désir de pouvoir, un désir qui allait façonner le destin de la Grèce. Mais même s'il apprenait de ses ravisseurs, un feu brûlait en lui. Un feu attisé par l'humiliation de la captivité, par le désir ardent de sa patrie et par l'ambition brûlante de se montrer digne de sa lignée. Le prince otage ne serait pas lié éternellement. Il renaîtrait de ses cendres, tel un phénix, pour revendiquer son droit d'aînesse et forger son propre destin. La guerre du Péloponnèse, un conflit qui a duré une génération, avait ravagé le monde grec. Athènes, autrefois le flambeau de la démocratie et de la culture, était affaiblie et vulnérable. Sparte, victorieuse mais épuisée, luttait pour maintenir son emprise sur le pouvoir. Le tissu même de la société grecque était déchiré, laissant un vide qui ne demandait qu'à être comblé. C'est dans ce vide politique que s'engouffra Philippe de Macédoine. Il voyait le paysage fracturé de la Grèce, les ruines fumantes d'une civilisation autrefois glorieuse. Il a su saisir l'occasion d'exploiter les divisions, les ressentiments et la soif de pouvoir qui rongeaient les cités-États. Philippe n'était pas un simple chef de guerre barbare, c'était un stratège avisé, un maître manipulateur qui comprenait l'art de la persuasion aussi bien que le pouvoir de l'épée. Il savait que pour conquérir la Grèce, il devait d'abord la diviser. Il a monté les cités-États les unes contre les autres, exploitant leurs rivalités et leurs insécurités. Il proposa des alliances, forgées par des mariages stratégiques et des promesses de pouvoir. Il a corrompu des fonctionnaires et semé la discorde parmi ses ennemis. La ruse de Philippe était sans limite, et son ambition était sans borne. Il ne reculerait devant rien pour atteindre son objectif, l'asservissement de la Grèce. Philippe comprit que la puissance militaire était le fondement de ses ambitions. Il hérita d'une armée ancrée dans la tradition, mais il envisageait quelque chose de plus formidable, de révolutionnaire. Sa réponse fut la phalange macédonienne. Cette formation militaire redoutable, un mur hérissé de boucliers et de sarrïs, allait devenir la terreur du monde grec. La phalange, une formation d'infanterie très compacte, n'était pas l'invention de Philippe. Mais il la perfectionna, la transformant en une force imparable. Armée de sarrïs, des piques beaucoup plus longues que celles utilisées par les hoplites grecs, la phalange pouvait frapper de loin, fauchant les ennemis avant même qu'ils ne puissent approcher. La discipline et la coordination de la phalange étaient impressionnantes. Chaque homme était un rouage d'une machine mortelle, se déplaçant à l'unisson, avançant inexorablement vers l'ennemi. Leurs boucliers, imbriqués les uns dans les autres, formaient une barrière impénétrable. Leurs sarrïs, une forêt de la mort, s'abattaient sur leurs ennemis. La phalange était plus qu'une simple formation militaire. C'était un symbole de la puissance de Philippe, un témoignage de son génie stratégique. Elle inspirait la peur dans le cœur de ses ennemis et l'admiration dans les yeux de ses alliés. La phalange était le coup de massue qui allait briser les armées de la Grèce et ouvrir la voie à la domination macédonienne. Les victoires de Philippe ne se sont pas uniquement jouées sur les champs de bataille. C'était un maître de la diplomatie, un manipulateur rusé qui comprenait que les mots pouvaient être aussi puissants que les armes. C'était un acteur consommé, capable de feindre l'amitié tout en complotant la chute de ses ennemis. Sa cour était une scène où il jouait ses rivaux, les uns contre les autres, s'assurant des alliances et semant la discorde avec une égale habileté. Il a compris le pouvoir de l'or, l'utilisant pour se frayer un chemin vers le pouvoir, pour acheter la loyauté de ses ennemis et pour semer la discorde parmi ses rivaux. Il était un maître de la propagande, répandant des rumeurs et de la désinformation pour affaiblir ses opposants et renforcer sa propre image.
Il savait exploiter les faiblesses de ses adversaires, jouant sur leurs peurs et leurs ambitions. Il offrait des concessions d'une main, tout en resserrant son emprise de l'autre. Il était un maître de la tromperie, berçant ses ennemis d'un faux sentiment de sécurité avant de leur porter le coup fatal. Son adversaire le plus redoutable fut Démosthène, l'orateur athénien qui a percé à jour le charme de Philippe et a reconnu la menace qu'il représentait pour la liberté de la Grèce. Démosthène rallia les Athéniens contre Philippe, prononçant des discours enflammés qui révélaient les véritables intentions du roi macédonien. Mais même l'éloquence de Démosthène ne put rien contre la ruse et la cruauté de Philippe. La bataille de Chéronée, un tournant décisif. Les plaines de Chéronée, une étendue de terre apparemment insignifiante, allèrent devenir le théâtre d'une bataille qui allait décider du sort de la Grèce. C'est là, en 338 avant J.A.V.C., que l'armée macédonienne de Philippe affronta les forces combinées d'Athènes et de Thèbes. Ce fut un choc de titans, une bataille qui allait déterminer l'avenir du monde grec. Les armées grecques, bien que moins nombreuses, combattirent avec le courage et la férocité qui avaient en fait leur légende. Le bataillon sacré de Thèbes, une force d'élite de 300 guerriers, tint bon contre les vagues d'attaques macédoniennes. Leur valeur était inégalée, leur sacrifice héroïque. Mais ce ne fut pas suffisant. La phalange macédonienne, une force apparemment imparable, avançait avec une précision terrifiante. Leurs saris, une forêt de la mort, fauchèrent les Grecs par centaines. Philippe, brillant tacticien, déjoua ses adversaires, contournant leurs lignes et les jetant dans le désarroi. La bataille fit rage pendant des heures, une danse macabre sous le soleil grec brûlant. Mais à la fin de la journée, il était clair que Philippe avait remporté une victoire décisive. Les armées grecques furent mises en déroute, leur rêve d'indépendance brisé sur les plaines ensanglantées de Chéronée. Après que la poussière fut retombée sur le champ de bataille, un nouveau chapitre s'ouvrit. Les cités grecques, désormais sous domination macédonienne, devaient naviguer dans une paix fragile. Philippe, toujours aussi habile diplomate, travailla sans relâche à consolider son pouvoir, tout en offrant aux Grecs un semblant d'autonomie. Des traités furent signés, des alliances forgées, mais sous la surface, les tensions couvaient. Le souvenir de Chéronée était encore frais, et les Grecs, bien que vaincus, étaient loin d'être soumis. Cette paix précaire allait préparer le terrain au prochain chapitre dramatique de l'histoire macédonienne. En 336 avant JC, un événement bouleversant ébranla les fondements de l'empire macédonien. Philippe, l'architecte de la suprématie macédonienne, fut assassiné lors de la grande célébration du mariage de sa fille. Le roi était mort, et avec lui, la stabilité qu'il avait minutieusement construite. Le vide soudain au pouvoir rendait la Macédoine vulnérable, et l'avenir de l'empire était en jeu. Au milieu du chaos, un jeune homme du nom d'Alexandre, le fils de Philippe, allait prendre la relève de son père, ouvrant la voie à une ère de conquêtes et de gloire sans précédent. Alors que nous réfléchissons aux événements qui ont façonné l'ancienne Macédoine, une question subsiste: que se serait-il passé si Philippe n'avait pas été assassiné? Aurait-il mené son empire vers des sommets encore plus élevés, ou les luttes intestines l'auraient-elles finalement déchiré? L'héritage de Philippe et l'ascension d'Alexandre le Grand nous laissent avec une question sans réponse, un « et si » alléchant dans les annales de l'histoire. L'histoire de la Macédoine témoigne de la puissance de l'ambition, de la fragilité de la paix et de l'impact durable du leadership. Alexandre le Grand, un nom qui résonne à travers les âges, un nom murmuré avec admiration et crainte, une légende nimbée de mystère, enveloppée dans les brumes du temps. Il était plus qu'un conquérant, il était une force irrésistible. Il était une force de la nature, remodelant le monde à chaque victoire, chaque bataille. Mais qui était cet homme derrière la légende? Qu'est-ce qui l'a poussé à conquérir des terres inconnues, à défier l'inconnu? Né dans l'ombre de la grandeur, Alexandre était le fils de Philippe II de Macédoine, un roi puissant. Philippe, brillant stratège, avait forgé un royaume puissant et respecté. Il rêvait d'unir la Grèce sous sa bannière, de créer une nation forte et unie. Alexandre hérita de ce rêve et d'une ambition brûlante de surpasser son père, de laisser sa propre marque. Dès son plus jeune âge, Alexandre fit preuve d'une intelligence remarquable et d'une curiosité insatiable. Son tuteur n'était autre que le célèbre philosophe Aristote, qui lui inculqua des valeurs et des connaissances profondes. Sous la direction d'Aristote, Alexandre développa une soif de connaissances et une passion pour l'apprentissage. Il dévorait les récits de héros et de dieux, rêvant de gloire et d'exploits épiques.
Mais l'apprentissage livresque ne lui suffisait pas, il voulait vivre ses aventures. Alexandre aspirait à l'action, à l'aventure, à prouver sa valeur sur le terrain. Il s'entraîna sans relâche, maîtrisant l'équitation, le maniement de l'épée et les tactiques de guerre. Il aspirait au jour où il pourrait faire ses preuves sur le champ de bataille, où il pourrait montrer sa bravoure. Ce jour allait arriver plus tôt qu'il ne le pensait, et le monde allait bientôt connaître le nom d'Alexandre le Grand. À l'âge de 20 ans, la tragédie frappa. Philippe II, assassiné dans des circonstances mystérieuses, laissa le trône à Alexandre. Nombreux furent ceux qui doutèrent du jeune roi. Ils le voyaient comme inexpérimenté, manquant de maturité. Ils le sous-estimaient. Alexandre fit rapidement taire ses détracteurs. Il agit avec une rapidité fulgurante, écrasant les rébellions au sein de la Grèce. Il rallia les cités-États grecs, les unissant sous sa bannière. Il était prêt à réaliser le rêve de son père et à graver sa propre légende dans les annales de l'histoire. Son regard se tourna vers l'Est, vers le vaste empire perse. Darius III, le roi perse, semblait invincible, ses armées innombrables. Mais Alexandre n'y voyait pas un obstacle, mais une opportunité. Il allait conquérir la Perse et forger un empire tel que le monde n'en avait jamais vu. Avec sa fidèle cavalerie des compagnons à ses côtés, Alexandre franchit l'Hellespont pour entrer en Asie mineure. L'empire perse, riche et complaisant, attendait la fureur du jeune roi. Le choc des titans était sur le point de commencer. L'avancée d'Alexandre fut implacable. Chaque pas de son armée résonnait comme un coup de tonnerre, annonçant la chute imminente des cités qui se dressaient sur son chemin. Les villes tombaient, les unes après les autres, aux mains de son armée macédonienne. Les murs autrefois imposants s'effondraient et les habitants se rendaient, terrifiés par la puissance de l'envahisseur. Au fleuve Granique, il affronta les satrapes perses, leurs armées vastes mais désorganisées. La bataille fut féroce, mais la stratégie d'Alexandre surpassa la force brute de ses ennemis. La victoire d'Alexandre fut rapide et décisive. Ses soldats, galvanisés par ce triomphe, célébraient avec une ferveur renouvelée, prêts à suivre leur leader jusqu'au bout du monde. Sa légende commençait à se répandre. Sardes, Éphèse et d'autres cités prestigieuses tombaient sous son contrôle, chacune ajoutant à la gloire de son nom. Milet, les cités antiques s'inclinaient devant la puissance d'Alexandre. Les dirigeants locaux, conscients de l'inévitabilité de leur défaite, préféraient se soumettre plutôt que de risquer la destruction totale. Son génie militaire était indéniable. Il passait des heures à élaborer des plans de bataille, anticipant chaque mouvement de ses adversaires avec une précision presque prophétique. Il combinait un brillant sens stratégique à un courage inégalé, inspirant ses troupes à des exploits de bravoure. Ses discours enflammés avant chaque bataille insufflaient une détermination inébranlable à ses hommes. Il était un tourbillon de conquêtes, laissant derrière lui une traînée d'empires déchus. Chaque victoire consolidait son pouvoir et étendait son influence sur des territoires toujours plus vastes. Dans la ville de Gordian, Alexandre dut relever un défi d'un autre genre. Ce n'était pas une bataille à gagner, mais un mystère à résoudre, un test de son ingéniosité et de sa détermination. Le nœud gordien, un nœud complexe attaché à un char à bœuf, était censé détenir la clé du pouvoir sur l'Asie. La légende disait que celui qui parviendrait à le dénouer deviendrait le maître de l'Asie. Nombreux furent ceux qui essayèrent, en vain, de le dénouer. Les plus grands esprits de l'époque avaient échoué, laissant le nœud intact et le mystère entier. Alexandre, avec l'audace qui le caractérisait, trancha simplement le nœud en deux avec son épée. Ce geste audacieux et inattendu résolvait le problème d'une manière que personne n'avait envisagée. La légende du nœud gordien se répandit comme une traînée de poudre. Partout, on parlait de l'ingéniosité et de la détermination d'Alexandre, renforçant encore sa réputation de conquérant invincible. Elle symbolisait la pensée non conventionnelle d'Alexandre, son audace et sa détermination. Il voyait des solutions là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Il refusait d'être lié par la tradition ou la peur. Pour lui, chaque défi était une opportunité de prouver sa grandeur et de forger son propre chemin.
Il forgerait son propre destin, refusant de se laisser dicter par les conventions ou les attentes. Alexandre le Grand était plus qu'un conquérant. Il était un visionnaire, un homme déterminé à laisser une empreinte indélébile sur l'histoire. Le choc des titans eut lieu dans les vastes plaines d'Issos, un lieu qui allait devenir le théâtre d'une bataille légendaire. Darius III, à la tête d'une immense armée perse, cherchait à écraser le jeune roi macédonien, Alexandre le Grand, dont la réputation grandissait rapidement. Les deux armées s'entrechoquèrent dans une bataille furieuse, l'air saturé de l'odeur du sang et de la sueur, les cris des soldats résonnant à travers le champ de bataille. Alexandre, intrépide et déterminé, mena une charge de cavalerie audacieuse qui brisa les lignes perses, semant la panique parmi les troupes de Darius. Darius, voyant son armée mise en déroute et incapable de reprendre le contrôle, s'enfuit du champ de bataille, laissant ses soldats dans le chaos. Ce fut une victoire éclatante pour Alexandre, qui affermit sa réputation de génie militaire et de leader invincible. Il captura la famille de Darius, la traitant avec une gentillesse et un respect inattendus, montrant ainsi une facette de sa personnalité souvent ignorée. Alexandre avait compris que le véritable pouvoir ne résidait pas seulement dans la conquête, mais aussi dans la clémence et la capacité à gagner le cœur de ses ennemis. Cependant, Darius, bien que vaincu, n'était pas fini. Il refusait de se laisser abattre par cette défaite humiliante. Il rassembla ses forces, se préparant à un affrontement final, déterminé à reprendre son honneur et son royaume. À Gaugamel, sur une vaste plaine, le destin de la Perse allait se jouer une fois de plus, dans une bataille décisive. Alexandre, en infériorité numérique mais non en stratégie, conçut un plan brillant, utilisant chaque avantage possible pour compenser le nombre inférieur de ses troupes. Avec sa cavalerie des compagnons, il attirerait les chars perses et briserait leurs charges, transformant la force de l'ennemi en une faiblesse. Puis, il frapperait au cœur de l'armée de Darius, visant le roi perse lui-même, espérant ainsi désorganiser et démoraliser les troupes ennemies. C'était un plan risqué, mais Alexandre se nourrissait du risque, trouvant dans chaque défi une opportunité de prouver sa grandeur. Il était le roi joueur, misant tout sur sa propre intelligence et son audace, prêt à tout pour écrire son nom dans l'histoire. Alors qu'Alexandre le Grand s'enfonçait toujours plus loin dans l'inconnu, ces hommes commencèrent à se demander s'ils n'étaient pas réellement arrivés aux confins du monde. Les vastes territoires inexplorés qui s'étendaient devant eux étaient à la fois une promesse de gloire et une mise à l'épreuve de leur endurance. La vision d'Alexandre était inébranlable. Il croyait en un monde sans limite, un monde où son empire pourrait s'étendre au-delà de l'horizon. À chaque pas, ils s'aventuraient plus profondément dans des terres jamais vues par aucun Grec avant eux, poussés par l'ambition dévorante de leur chef et l'espoir de découvrir de nouvelles merveilles. Pourtant, la question subsistait. Jusqu'où pourrait-il aller avant d'atteindre les limites du monde? Babylone, cité de merveilles et de mystères, où les ambitions d'Alexandre le Grand connurent leur épilogue. Cette antique métropole, avec ses zigouras vertigineuses et ses légendaires jardins suspendus, devint le théâtre de ses derniers jours. Mais même dans ces derniers instants, l'esprit d'Alexandre était agité, rempli de projets de conquête futures et de visions grandioses qui ne se concrétiseraient jamais. Sa mort ici laissa de nombreuses questions sans réponse, enveloppant son héritage d'une énigme que les historiens continuent de sonder aujourd'hui. Les conquêtes d'Alexandre n'ont pas seulement redessiné la carte du monde, elles ont transformé des cultures entières. Ces campagnes ont propagé les idées, l'art et la gouvernance grecque sur 3 continents, les mêlant aux traditions locales pour créer un nouveau monde hellénistique. Des villes comme Alexandrie en Égypte devinrent des creusets de savoir et d'innovation, où des érudits d'horizons divers se réunirent pour repousser les frontières de la science, de la philosophie et de l'art. C'est un témoignage de l'influence durable d'Alexandre que, même aujourd'hui, nous voyons les échos de cette fusion culturelle dans notre monde moderne. Pour véritablement comprendre l'impact d'Alexandre, nous devons regarder au-delà des batailles et de la politique. Son histoire prend vie à travers les artefacts, les écrits et les ruines qui ont survécu au siècle. Les musées du monde entier abritent des trésors de son époque, chaque pièce offrant un aperçu de la vie et de l'époque de ce personnage légendaire. Des mosaïques complexes représentant ses triomphes aux textes anciens, relatant ses exploits, ces vestiges du passé nous permettent de remonter le temps.
et de découvrir le monde tel qu'Alexandre l'a connu. Bien que le voyage physique d'Alexandre se soit achevé à Babylone, son héritage, lui, continue de se propager. Sa vision d'un monde uni où les cultures s'entremêlent et où le savoir circule librement continue d'inspirer les dirigeants et les penseurs. Les récits de son courage, de son ambition et de sa quête incessante de grandeur ont été transmis de génération en génération, chacune d'entre elles trouvant un nouveau sens à son épopée. En repensant à sa vie, nous nous rappelons que la quête de la grandeur est une marche sans fin, une marche qui transcende le temps et continue de façonner notre monde. En 323 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand, conquérant de la Perse, meurt à Babylone. Il avait mené ses armées à travers des milliers de kilomètres, de la Grèce à l'Inde, bâtissant un empire colossal. Il avait 32 ans. Des rumeurs d'empoisonnement circulaient, mais la cause reste un mystère. Certains disent qu'il a succombé à une fièvre, d'autres à une maladie inconnue. Les spéculations ne manquaient pas. Son empire, qui s'étendait de la Grèce à l'Inde, était vaste, son ambition inégalée. Il avait fondé des villes, répandu la culture grecque et laissé une marque indélébile sur l'histoire. Mais Alexandre n'a pas laissé d'héritier clair, plongeant ses généraux dans le chaos. Ses commandants, chacun ambitieux et avide de pouvoir, se disputaient la succession. L'armée macédonienne, fidèle à Alexandre, était une force sur laquelle il fallait compter. Ces soldats, endurcis par des années de campagne, étaient loyaux mais aussi conscients de leur propre pouvoir. Mais dans ses rangs, l'ambition mijotait. Qui contrôlerait l'Empire ? Les généraux se réunissaient en secret, complotant et formant des alliances fragiles. La question était lourde. Le décor était planté pour l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire antique, les guerres des Diadoques, les successeurs d'Alexandre. Ces conflits allaient redéfinir les frontières et les destins de nombreux royaumes. Un chaos immédiat a suivi la mort d'Alexandre. Ces généraux, hommes fiers et ambitieux, s'affrontèrent. Certains étaient favorables à un régent pour l'enfant à naître d'Alexandre et son demi-frère handicapé mental. D'autres, avides de pouvoir, cherchèrent à se tailler leur propre royaume. Une faction soutint Perdiccas, commandant de l'élite de la cavalerie des Compagnons. Il se proposa comme régent dans le but de maintenir l'unité de l'Empire. D'autres, comme Ptolémée, satrape d'Égypte, et Antigone, un général chevronné, avaient leurs propres desseins. L'Empire, si rapidement conquis, commençait à se déliter. Parmi les Diadoques, 5 figures prirent de l'importance. Ptolémée, rusé et ambitieux, s'assura l'Égypte, fondant la dynastie des Ptolémées. Séleucos, autrefois un officier subalterne, prit le contrôle de Babylone et des satrapies orientales, fondant l'Empire séleucide. Antigone, un stratège rusé, visait à réunifier l'Empire sous son règne. Cassandre, impitoyable et ambitieux, s'empara de la Macédoine elle-même. Lysimaque, un général habile, régnait sur la Thrace et certaines parties de l'Asie mineure. Leurs ambitions allaient s'affronter pendant des décennies. Avec les guerres des Diadoques ont fait rage pendant 40 ans. Une toile enchevêtrée d'alliances, de trahisons et de conflits sanglants. Ces guerres ont vu des généraux autrefois unis, sous Alexandre le Grand, se déchirer pour le contrôle de son vaste empire. Chaque bataille était une lutte pour le pouvoir, chaque alliance une danse délicate de stratégie et de méfiance. La carte même du monde antique a été redessinée dans le sang. Les frontières changeaient constamment, reflétant les victoires et les défaites des Diadoques. Les royaumes se formaient et se dissolvaient presque du jour au lendemain. Des batailles comme celle d'Ipsos en 301 avant Jésus-Christ, où Antigone fut vaincue et tuée, se sont avérées décisives. Les alliances changeaient constamment
et chaque victoire ou défaite redéfinissait le paysage politique. Les éléphants de guerre et les chars étaient des symboles de puissance et de terreur sur le champ de bataille. Ptolémée, Séleucos et Cassandre s'unirent contre Antigone, craignant son ambition. Ils savaient que seul un front uni pouvait espérer le vaincre. Mais même dans l'unité, la méfiance régnait, chaque général surveillant les autres, prêt à trahir pour un avantage. Après sa mort, ils se retournèrent les uns contre les autres, chacun aspirant à la domination. Les trahisons étaient monnaie courante, et les alliances se faisaient et se défaisaient au gré des ambitions personnelles. La loyauté était rare, et la soif de pouvoir insatiable. L'empire forgé par Alexandre était brisé, remplacé par une mosaïque de royaumes en guerre. Chaque royaume cherchait à s'imposer, à étendre son influence, mais aucun ne pouvait recréer l'unité et la grandeur de l'empire d'Alexandre. La guerre et le chaos étaient devenus la nouvelle norme. Chapitre 5. Murmures de conspiration et de trahison. L'intrigue et la traîtrise étaient les armes des diadoques autant que les épées et les lances. Des rumeurs d'empoisonnement et d'assassinat les suivaient comme des ombres. L'un de ces événements impliquait la mort de l'épouse d'Alexandre, Roxane, et de son jeune fils Alexandre IV. Cassandre, craignant une résurgence de la dynastie des Argéades, ordonna leur mort. L'acte était brutal, même pour l'époque. Cela consolida le pouvoir de Cassandre en Macédoine, mais jeta une ombre noire sur son règne. Chapitre 6. Le prix de la division. Le destin de la Macédoine. Ce chapitre explore les conséquences dévastatrices des guerres des diadoques sur la Macédoine, une région autrefois puissante et influente. Les guerres des diadoques ont eu un impact profond sur la Macédoine. Ces conflits, qui ont éclaté après la mort d'Alexandre le Grand, ont fragmenté son empire et plongé la région dans une période de chaos et d'instabilité. Autrefois cœur d'un vaste empire, elle était désormais affaiblie par des conflits internes et vulnérable aux menaces extérieures. Les luttes intestines entre les successeurs d'Alexandre ont laissé la Macédoine divisée et affaiblie. La dynastie antigonide, établie par le fils d'Antigone, Démétrios, était confrontée à une pression constante. Démétrios, connu sous le nom de Polyorcète, a tenté de restaurer la grandeur de la Macédoine, mais il a dû faire face à de nombreux défis. Le royaume autrefois fier n'a jamais retrouvé sa gloire passée. Les guerres incessantes et les invasions ont laissé la Macédoine en ruine, incapable de se relever de ses cendres. Il devint un pion dans les luttes de pouvoir de ses voisins plus puissants, tombant finalement sous la puissance montante de Rome. La Macédoine, autrefois un acteur majeur sur la scène mondiale, est devenue une simple pièce dans le jeu de pouvoir des empires émergents. Le rêve d'un empire macédonien uni s'est éteint avec Alexandre. La vision d'Alexandre d'un empire unifié et puissant s'est dissipée, laissant derrière elle un royaume fragmenté et vulnérable. Chapitre 7. Forger de nouveaux empires, l'héritage hellénistique. Bien que les diadoques aient déchiré l'empire d'Alexandre, ils ont par inadvertance créé une nouvelle ère, l'âge hellénistique. La culture, la langue et les idées grecques se sont répandues vers l'Est, fusionnant avec les traditions locales. De grandes villes comme Alexandrie en Égypte et Antioche en Syrie ont prospéré. De nouvelles dynasties, comme les Ptolémées en Égypte et les Séleucides à l'Est, ont émergé. Ils ont construit des villes magnifiques, patronné les arts et encouragé le commerce, laissant une marque durable sur l'histoire. Chapitre 8. Les échos du rêve d'Alexandre. Les guerres des diadoques ont été une période de bouleversement et d'effusion de sang sans précédent. Pourtant, des cendres de l'empire d'Alexandre, un nouvel ordre mondial a émergé. Bien que son rêve d'un empire uni soit mort, son héritage a perduré.
Les royaumes hellénistiques, forgés dans l'ambition et la guerre, sont devenus des centres d'apprentissage, de culture et d'innovation. Le monde qu'Alexandre avait touché avait changé à jamais, un témoignage de la puissance durable de ses conquêtes. Macédoine, une terre où l'histoire et la légende se mêlent, terre de montagnes et de mystères, où chaque pierre raconte une histoire ancienne, berceau de guerriers farouches et de secrets ancestraux, un lieu où le passé murmure encore. Ce fut la terre d'Alexandre le Grand, le conquérant légendaire, un roi qui sculpta un empire de la Grèce jusqu'à l'Inde, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire. Sa légende a résonné à travers les âges, inspirant des générations de rêveurs et de guerriers. Mais le temps, tel un voleur dans la nuit, dérobe même la gloire la plus éclatante, laissant des ruines silencieuses. La puissance de la Macédoine déclina. Ces villes autrefois florissantes tombèrent en ruine. Pourtant, les murmures de son passé persistèrent, échos d'une époque révolue. Il dansait dans l'ombre des palais en ruine et des tombeaux oubliés, gardiens silencieux de secrets anciens. Le monde antique retint son souffle, observant les changements qui s'annonçaient. Une nouvelle puissance s'élevait à l'ouest. Rome, avec ses ambitions démesurées, avec ses légions de soldats disciplinés et une soif insatiable de conquête, Rome avançait inexorablement. Rome projetait une ombre menaçante sur les terres autrefois gouvernées par les successeurs d'Alexandre. Elle s'étendait sur les terres autrefois gouvernées par les successeurs d'Alexandre, redéfinissant les frontières. Le décor était planté pour un choc de civilisation, une lutte titanesque, une lutte qui allait déterminer le destin des nations, redéfinissant l'ordre mondial et ensevelir les secrets d'un royaume sous le poids de l'histoire, laissant des mystères à jamais enfouis. Rome était une cité promise à un grand destin, un destin qui allait changer le cours de l'histoire pour toujours, un destin écrit dans le sang de ses ennemis et l'ambition de son peuple. Chaque bataille gagnée, chaque territoire conquis renforçait sa détermination. D'humbles origines, elle s'était muée en une république d'une puissance redoutable. Les institutions de la République romaine étaient solides et son peuple résilient. Ses légions, disciplinées et impitoyables, avaient parcouru l'Italie, écrasant toute opposition. Leur discipline et leur stratégie étaient sans égale. L'aigle romaine, symbole de sa puissance, déployait ses ailes toujours plus loin. Chaque victoire était un pas de plus vers la domination totale. Elle franchit la mer Adriatique, se posant sur les rives de la Grèce. Les eaux tumultueuses ne pouvaient arrêter l'avancée romaine. Les héritiers de l'empire d'Alexandre tremblèrent. Ils savaient que l'ombre de Rome s'étendait inexorablement. Ils voyaient le présage sur le mur. Les oracles avaient prédit l'arrivée d'un nouvel empire. C'était un message de guerre et de conquête. Rome ne se contenterait pas de moins. L'ascension de Rome était irrésistible. Chaque nouvelle conquête renforçait son emprise sur le monde antique. Ses légions étaient guidées par des généraux rusés et nourris par une soif insatiable de gloire et de butin. La stratégie et l'ambition étaient les clés de leur succès. Les rois macédoniens, autrefois maîtres du monde, se retrouvaient face à un ennemi nouveau et redoutable. L'affrontement était inévitable. La Macédoine devait se préparer à une guerre sans merci. Les rois macédoniens, autrefois maîtres du monde, se retrouvaient face à un ennemi nouveau et redoutable. L'affrontement était inévitable, une lutte pour la suprématie dans le monde antique. Les champs de bataille allaient être témoins de combats épiques. La Macédoine, terre de murmures et d'ombres, allait devenir le champ de bataille de cette confrontation épique. Les collines et les vallées allaient résonner des cris de guerre et des clameurs de victoire. Le premier choc arriva comme un coup de tonnerre, marquant le début d'une série de conflits qui allaient changer le cours de l'histoire. Les légions romaines, disciplinées et redoutables, déferlèrent sur les plaines de Grèce, prêtes à affronter un ennemi redoutable. Elles rencontrèrent les phalanges macédoniennes à Cynocéphale, une formation militaire réputée pour son efficacité et sa puissance. L'année était 197 avant Jésus-Christ, une époque où les empires
se disputaient la suprématie. Le sol trembla sous le poids de leurs charges, les cris des soldats résonnant à travers les vallées. Les légions romaines, flexibles et adaptables, déjouèrent la phalange macédonienne avec des tactiques innovantes et une discipline de fer. La formation autrefois invincible, cette forêt de lances, fut brisée, marquant un tournant décisif dans la bataille. Rome goûta à la victoire, célébrant avec faste et grandeur, consolidant ainsi son pouvoir et son influence. La Macédoine fut humiliée, mais pas vaincue. Les braises du conflit continuaient de couver, prêtes à s'embraser à nouveau. Les braises du conflit, une fois attisées, refusaient de s'éteindre, annonçant de nouveaux affrontements à venir. La deuxième guerre macédonienne éclata en 200 avant Jésus-Christ, ravivant les tensions et les rivalités entre les deux puissances. De nouveau, les deux puissances s'affrontèrent sur les champs de bataille, chaque camp déterminé à l'emporter. De nouveau, Rome sortit victorieuse, renforçant sa domination et son prestige dans le monde antique. La confrontation finale, la troisième guerre macédonienne, scella le destin de la Macédoine, mettant fin à des décennies de conflits. À la bataille de Pydna, en 168 avant Jésus-Christ, le dernier roi macédonien, Persée, fit face à la puissance de Rome dans une lutte désespérée pour la survie de son royaume. L'issue de cette bataille allait décider du sort d'un royaume et sceller le destin de la Macédoine pour les siècles à venir, et changer le cours de l'histoire, marquant la fin d'une ère et le début d'une nouvelle domination romaine sur le monde antique. Pydna, un nom gravé dans le sang et la mémoire. Les légions romaines, menées par l'impitoyable Lucius Aemilius Paulus, rencontrèrent les forces de Persée sur les plaines poussiéreuses. L'air vibrait de tension. Le destin de la Macédoine était en jeu. L'affrontement fut brutal. Un tourbillon d'acier et de fureur. Les légions romaines combattirent avec une férocité disciplinée. Les phalangites macédoniens, leurs longues lances hérissées, se battirent avec le courage de leurs ancêtres. Mais cela ne suffit pas. Persée, le dernier roi de Macédoine, regarda avec horreur son armée s'effondrer. L'aigle romaine avait triomphé. Le royaume d'Alexandre le Grand, autrefois un phare de civilisation, n'était plus. Murmure dans la poussière, le royaume perdu de Persée. La défaite de Pydna provoqua une onde de choc dans le monde antique. Persée, le roi autrefois fier, fut exhibé enchaîné dans les rues de Rome. Ses trésors, le butin d'un royaume déchu, remplirent les coffres romains. Mais qu'advint-il de Persée lui-même? L'histoire murmure son emprisonnement en Italie. Un roi transformé en pion dans le jeu de pouvoir de Rome. A-t-il jamais connu la paix? Ou le fantôme de son royaume perdu l'a-t-il hanté jusqu'à son dernier souffle? Le véritable destin de Persée reste enveloppé de mystères. Certains récits parlent de sa mort en captivité, d'autres laissent entrevoir une possibilité plus intrigante, une évasion et une vie secrète dans un pays inconnu. La vérité, perdue dans la nuit des temps, continue de fasciner les historiens. L'emprise de l'aigle, la Macédoine soumise. Avec Persée vaincu, Rome resserra son emprise sur la Macédoine. Le royaume autrefois fier fut divisé en 4 républiques, chacune étant un état fantoche dansant au rythme du pouvoir romain. Le peuple macédonien, ses rêves d'indépendance brisés, fut contraint de s'incliner devant ses conquérants. Les percepteurs d'impôts romains s'abattirent sur le pays comme des vautours, le dépouillant de ses richesses. Les légions romaines, leur présence étant un rappel constant de la défaite, patrouillaient les rues. La Macédoine, terre de murmures et d'ombres, fut réduite au silence sous le poids de la domination romaine. Mais l'esprit des Macédoniens n'était pas totalement brisé. Des murmures de rébellion, alimentés par le ressentiment et le souvenir de la gloire passée, commencèrent à circuler dans l'ombre. Les braises de la défiance, bien que couvertes, refusaient de s'éteindre. Les fantômes du passé, des questions sans réponse. La conquête romaine de la Macédoine est une histoire gravée dans le sang et la victoire. Mais comme toute histoire, c'est une tapisserie tissée de fils de mystère et d'intrigues. Des questions persistent, sans réponse, narguant les historiens et alimentant les spéculations. Qu'est devenue l'immense richesse des rois macédoniens? A-t-elle été entièrement pillée par les Romains? Ou bien des tombeaux perdus et des trésors cachés attendent-ils encore d'être découverts?
enfouis sous des siècles de poussière et de silence. Et qu'en est-il des anciens mystères qui murmuraient dans l'ombre du passé de la Macédoine? Les Romains, dans leur quête de conquête, ont-ils mis au jour des secrets qu'il aurait mieux valu laisser enfouis, des secrets qui pourraient réécrire notre compréhension de cette terre antique et de son peuple? L'héritage durable, l'empreinte romaine sur le sol macédonien. Les siècles passèrent. La République romaine céda la place à l'Empire romain. La Macédoine, autrefois symbole de résistance, devint une province romaine. La langue et les coutumes de Rome s'entremêlèrent aux anciennes traditions des Macédoniens. Les routes romaines, ces artères de l'Empire, sillonnèrent le pays, le reliant au reste du monde romain. Des villes romaines, avec leurs thermes, leurs théâtres et leurs temples, s'élevèrent sur le sol macédonien, témoignage de l'héritage durable du pouvoir romain. Mais alors même que Rome cherchait à remodeler la Macédoine à son image, les fantômes du passé persistaient, les murmures des conquêtes d'Alexandre, des royaumes perdus et des dieux oubliés continuèrent de résonner à travers les âges. Conclusion, l'étreinte d'un empire. La conquête romaine de la Macédoine marqua la fin d'une ère. Le royaume d'Alexandre le Grand, autrefois un phare de civilisation, n'était plus. À sa place se dressait une province romaine, un témoignage de la puissance et de l'étendue de l'Empire romain. Mais l'histoire de la Macédoine ne s'arrêta pas là. Elle se poursuivit, intimement liée à l'histoire de Rome, son peuple et sa culture à jamais transformés par l'étreinte de l'Empire. Et dans les murmures du passé, dans les ruines des anciennes cités et les récits transmis de génération en génération, l'esprit de la Macédoine continua de vivre.